Merci d'être avec nous. La réponse de Vladimir Poutine est faite ce soir à Donald Trump, aux sanctions annoncées par Donald Trump, et elle est très dure. Mais on va entendre d'abord ce qu'il dit aux Européens, puisque les Européens, eux aussi, grandissent leur train de sanctions. On est au 19e train de sanctions. Écoutez de quelle façon Poutine ironise sur le sujet. Il se trouve que parmi ce nouveau train de sanctions, il y a des sanctions contre les toilettes. Et il en fait son argument pour ironiser sur les Européens. Aujourd'hui, l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions contre la Russie. Désormais, les aliments et les jouets à moteur, les puzzles et les tricycles sont interdits. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Le fait d'avoir annulé l'achat de nos toilettes leur coûtera cher. Je pense qu'elles auraient été utiles dans la situation actuelle. Voilà, et ce premier extrait un peu baroque en dit long, parce que vous allez voir à quel point ce soir Poutine menace, tempête, s'irrite, ironise. Il se passe vraiment quelque chose entre l'Occident et les États-Unis d'Amérique et la Russie, mais Poutine ne recule pas. Regardez les bombardements sur Kiev. Et nous sommes notamment avec vous, colonel Goya, une vague de bombardements très importante. C'est-à-dire au moment où les Américains disent « tu dois arrêter, sinon ça se passera mal », les Russes ne reculent pas du tout. Ils ne changent pas leur stratégie d'un iota, c'est-à-dire que c'est pression permanente, donc des bombardements comme ça, on en a commenté aussi hier, et c'était des bombardements similaires. Mais là, on est après les annonces de Trump, c'est-à-dire que même il ne recule pas. Non, mais ça ne change rien, absolument rien à la stratégie de Poutine. Sur le front, les attaques continuent exactement de la même façon. C'est une manière de dire aussi, on s'en fout, quoi. En fait, c'est pas ça qui va nous affecter. Nous avons un objectif quasi sacré, pratiquement, qui est au moins de s'emparer définitivement ou de libérer dans leur narratif la totalité de Donetsk. Là, on voit un Guéran 2, donc un Shahed. Donc ça, c'est l'arme première maintenant du bombardement sur toute la profondeur du territoire ukrainien. Et donc ça va continuer pendant des jours, des semaines comme ça, et des mois, très, très certainement. Il faut rappeler que maintenant, les Ukrainiens rendent l'appareil quand même. Ouais, on va y revenir. Enfin, oui, c'est quand même très impressionnant de voir que malgré tout ce qu'il prend sur la tête, parce que là, depuis 24 heures, il prend beaucoup sur la tête, Poutine ne recule pas. Non, mais en fait, Poutine, il avait anticipé les sanctions avant la guerre. Et encore une fois, ce n'est pas ce qui est une priorité pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'il a refusé tout ce que Donald Trump lui a proposé au début. Donc, la réhabilitation, la levée des sanctions, une coopération. Ensuite, une négociation sur ce qu'ils ont appelé un échange de territoire. Et ça n'intéresse pas, et plus le tunnel aussi, le tunnel Trump-Poutine entre l'Alaska et la région. Mais quelle est votre hypothèse ? Il est en train de faire monter, en gros, ou bien il fait monter les enchères en se disant le jour où je céderai, ou bien est-ce qu'il est dans une logique de guerre ? Moi, je pense qu'il ne cédera pas s'il n'obtient pas, par la force ou par la diplomatie, mais ça, il y a peu de chance, les 30% qui restent du Donetsk et qu'il n'occupe pas. Je pense que ça lui permet de revendiquer une victoire vis-à-vis de sa population ensuite. Renaud. Je vais vous dire ce que m'a dit récemment, c'était il y a 3 jours, le ministre estonien de la Défense. Alors l'Estonie, c'est le pays le plus au nord de l'État balte et c'est le plus menacé par la Russie. Il y a Narva, etc. Il m'a dit non, parce que je lui ai demandé, monsieur le ministre, vous croyez qu'il va y avoir quelque chose à Budapest, etc. C'était quand on pensait que Budapest allait advenir. Il m'a donné un très bon argument. Je lui ai dit, ah oui, est-ce que vous croyez que Poutine va revenir devant la Douma et dire, mes chers députés, en fait, je vous ai fait annexer l'ensemble des oblasts, notamment l'ensemble de l'oblast de Donetsk, ça fait partie du territoire russe, mais enfin finalement, maintenant, je vais vous demander de faire le contraire. Non, ça, c'est pas possible pour Poutine. Donc, il ne reculera pas. Et donc, selon lui, et il connaît sans doute mieux la situation que moi, il est ministre de la Défense estonien, il est juste à côté de la Russie, et lui, il pense qu'il ne reculera pas. Et en effet, regardez, pour l'instant, il ne recule pas, notamment pas sur Kiev. Séquence très impressionnante sur les bombardements et les effets, notamment sur les civils dans Kiev.
Il sait très bien, rappelez-vous, Melania Trump regarde ces images. Elle a dit, lui-même a dit, ma femme, je rentre tout à l'heure le soir, il me dit, et malgré ça, il ne recule pas, André Kosovoï. Non, il ne recule pas. Et je suis en train de penser, en fait, évidemment, les précédents historiques, toujours pareil. Les guerres, on en a parlé 150 fois, mais il faut le rappeler, je pense, les guerres russes. La guerre d'Afghanistan. Alors, il y a des points communs, il y a beaucoup de différences, évidemment, en termes de victimes militaires, évidemment. Ils ont fini par reculer, mais très tard. Quand est-ce qu'ils ont fini par reculer, les soviétiques? La première condition, c'était quoi? C'est qu'il n'y ait plus Brejnev, Andropov, Tchernenko, la vieille garde, et qu'on arrive avec un type jeune, 52 ans, Gorbatchev, qui arrive, élu secrétaire général. Donc, sans changement de pouvoir, il n'y aura pas de changement à Moscou. C'est ce que vous dites? Je pense que non, et je pense que Sergueï sera de mon avis. Oui, parce que moi je crois, ça fait des années maintenant que je vous dis, Poutine, il n'est pas rationnel dans cette guerre. C'est un émotif, en fait, cette guerre. Donc c'est l'émotion et idéologie. Pour lui, et même, vous dites, si on lui donnait les 4 régions, que nenni. Il trouvera autre question. Il trouvera. Regardez, l'élégance du russe francisé. Que nenni. Je vous laisse poursuivre. Et donc, il trouvera autre chose. Vous savez, je vous ai raconté. Rendons hommage à l'école russe des langues étrangères, quand même. Ah bah voilà. C'est remarquable. Merci. Je vous ai raconté déjà ce conte de fées de Pouchkine avec le vieux pêcheur et son épouse qui avait une vieille maison qui s'écroulait et qui a trouvé un poisson rouge qui pouvait exaucer les vœux. Et ben cette vieille mégère, en fait, elle a failli tout perdre parce qu'on lui a donné, d'abord on lui a donné la maison, après on l'a fait d'elle une dame riche, après elle est devenue aristocrate, après elle est devenue tsarine, et après elle a dit je veux que le petit poisson rouge me serve. Et en fait Poutine veut que Donald Trump le serve. Et donc là, il a dépassé la mesure. Et cependant, les Ukrainiens ont des moyens, vous le disiez, ils frappent en retour, ils frappent surtout sur le sujet de la soirée qui est le pétrole. Regardez ces bombardements ukrainiens sur la raffinerie de Ryazan. Et là, l'Ukraine a aussi confirmé de son point de vue le bombardement de 2 cibles stratégiques dans la nuit, cette grande raffinerie de pétrole de Ryazan notamment. C'est détenu par Rosneft. Donc Rosneft, c'est une des 2 sociétés qui est précisément frappée par les nouvelles sanctions décidées par Donald Trump. La raffinerie a une capacité de traitement annuelle de plus de 17 millions de tonnes de pétrole brut. Alors ça, je ne sais pas si c'est important ou non, mais c'est une très grande centrale. C'est énorme. Rôle central dans l'approvisionnement en carburant des unités militaires russes et le maintien des opérations logistiques. Expliquez-nous, ce qui est en train de se passer là et en matière de sanctions, on touche vraiment au talon d'Achille de la Russie, André Kosovoï. C'est toute l'histoire russe, c'est la manne pétrolière. Bien sûr. Alors, la Russie, l'Union soviétique, avant la Russie, est devenue un État rentier. Elle l'est devenue, encore une fois, voilà, on va parler de Brejnev, mais c'est vraiment ça. Hein. Ça commence à la fin de l'ère Khrouchtchev et ça va se développer sous Brejnev avec la découverte de nouveaux gisements qu'on va développer. Et puis l'idée que c'est très simple, la modernisation de la Russie. C'est un robinet. Il suffit d'importer des technologies et d'exporter des hydrocarbures. Voilà, c'est ce que va faire Brejnev, c'est le fameux gage de sa stabilité, entre guillemets, le fait qu'il soit resté 18 ans au pouvoir, et ce sera la malédiction de la Russie. Ce sera une malédiction, comme pour l'ensemble des États rentiers, puisqu'ils vont rien développer, mais ils vont faire que exporter. Ouais. Et du coup, tout dépend des cours des hydrocarbures. On comprend la gravité de ce qui se passe pour Poutine. C'est-à-dire là, on touche vraiment aux choses extrêmement sérieuses. Le pétrole, pour lui, là, on rigole plus du tout. Il y a plein de sujets. Vous avez vu sur les toilettes, évidemment, les sanctions européennes, ils s'en fichent un peu, mais le pétrole, là, on rigole plus du tout. Non, bien sûr, parce que ça alimente non seulement l'économie, mais l'effort de guerre aussi. Donc c'est absolument indispensable à la Russie. Cela étant, bon, il faudra voir les conséquences concrètes. C'est vrai que les Chinois, les Russes et les Indiens sont en train de réfléchir, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre fin totalement à leurs importations d'hydrocarbures. Mais oui, c'est un État rentier et c'est... ils ont les Indiens, vous avez, l'ambassadrice a tout à fait raison, les Indiens ne vont pas... examiner effectivement les contrats qu'ils ont passés avec les Russes, sachant qu'ils avaient mis en place un certain nombre de fabriques, ou d'usines de raffinage qui n'existaient pas avant, justement pour vendre le pétrole russe aux Européens. Oui. Donc les Indiens vont perdre beaucoup dans l'affaire. En bousculant les Indiens, Trump a fait une erreur magistrale, une erreur cruciale que les Américains vont payer très longtemps, parce que maintenant, les Indiens, ça m'était dit un grand diplomate indien qui m'a dit, we teach ourselves, nous
enseignons à nous-mêmes comment ignorer désormais l'Amérique. C'est-à-dire que les Indiens font la politique de leur intérêt, et là, effectivement, ils vont continuer, quoi que disent les Américains, à importer. Regardez, petit point d'histoire, parce que cette courbe, elle est tellement fascinante. On comprend que dans toute l'histoire du monde, mais de la Russie en particulier, le cours du pétrole a un effet si important. Attardons-nous, expliquez, aidez-nous tous à expliquer ça. Hein. C'est-à-dire ça, c'est le cours du pétrole depuis les années 70, avec les chocs pétroliers, etc. La malchance de Gorbatchev qui est arrivée entre 85 et 91. Gorbatchev et Yeltsin, en fait, tous les précédents. Là, c'est très bas. Il y avait 1973, la crise de pétrole dans les années 70. Il y avait 1991, la guerre de Golfe. Puis après, Yeltsin, il avait le baril qui coûtait à rien du tout. Et regardez tout ça, on voit très bien. $19 le baril. Regardez la carte, qu'on comprenne bien en fonction de la carte. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à 2000, c'est-à-dire c'est quand Poutine arrive au pouvoir, c'est très bas, c'est compliqué, etc., par une exception. Et puis, ouf, ça monte. Et en fait, la chose, c'est que la Chine, à ce moment-là, fait un bond. Ça veut dire que la Chine devient le vrai tigre économique mondial et elle a besoin de matières premières. Donc c'est le besoin chinois qui a fait bondir les prix de toutes les matières premières dans le monde, mais ça correspond exactement à l'année d'arrivée de Poutine. Et donc, en Union soviétique... Trésor de guerre énorme. Et même ici, il y a des gens qui ont dit Poutine, c'est un génie économique, il a renforcé le pays. Et en réalité, il n'a absolument rien fait. Il a profité tout simplement de ce bond grâce aux Chinois, mais il a eu quand même... Enfin, il a modernisé un peu. Il a modernisé. Il a volé beaucoup d'argent déjà pour lui, pour ses acolytes. Hein. Mais c'est vrai qu'il a quand même rétabli l'ordre dans un pays où il n'y avait plus d'ordre du tout, plus de sécurité. Ça, il faut le reconnaître. Il a redonné des retraites décentes aux pensionnés, ça c'est vrai, ça a été fait. Et donc, il y a toute une époque où Poutine est très populaire en Russie. En tout cas, c'est l'histoire qu'on lit sur ce graphique, Andrei Kosovoï, l'argent que nous avons aussi payé pour acheter ces produits pétroliers. Évidemment. Tout ça est arrivé à Moscou et il vit encore sur ce trésor de guerre qui est gigantesque. Personne ne sait combien. Oui, absolument. Voilà. Mais je rebondis sur ce que dit Girard, à savoir que la question des retraites, 2005, il faut se souvenir, on a déjà oublié, c'était il y a 20 ans. 2005, c'est la première année où il y a des manifestations anti-Poutine en Russie suite à la tentative de réforme du système social avec la monétisation des bénéfices sociaux des personnes âgées, des retraités, etc. On a des gens, des retraités, des fonctionnaires qui descendent dans la rue en disant Poutine, Hitler m'a volé ma jeunesse, Poutine m'a volé ma vieillesse. On a des choses comme ça. En 2005, il voit ça. Que va-t-il faire à ce moment-là ? Petite excursion historique, il va lancer un programme social, il va nommer Medvedev à la tête de ce programme social, etc. Mais la question, effectivement, des hydrocarbures, on a dit tout à l'heure que c'était moins important que les bombardements, etc. Pas du tout. Il fait très, très attention. Il a bien conscience parce qu'il a étudié l'histoire. Il a vu ce qui s'est passé avec Gorbatchev en 86. Le contre-choc pétrolier. Il a très bien étudié les causes de la chute de l'Union soviétique, Poutine. Hein. Il sait bien que c'est pas juste un facteur. Donc il a peur, là. On peut penser qu'il a vraiment peur. Je serais prêt à parier que là, il est déjà en train de faire le parallèle avec ce qui s'est passé sous Gorbatchev. Bien sûr, lui n'est pas Gorbatchev, il ne se fera pas avoir par les Occidentaux. Ouais. Mais dans le même temps, il y a des facteurs économiques qui ont contribué à l'implosion de l'Empire soviétique. Et le contre-choc pétrolier en est un. Merci beaucoup. Et je recommande votre livre, Andrei Kosovoï, Les exilés, Pasternak et les miens. C'est chez Grasset. Et vraiment, c'est votre histoire familiale, c'est l'histoire de votre père. Et on comprend beaucoup de la Russie d'aujourd'hui. Écoutez Trump qui passe à l'acte contre la Russie, précisément dans cette affaire des sanctions pétrolières. Je pense simplement que le moment était venu. Nous avons attendu longtemps. Je pensais que nous agirions bien avant le Moyen-Orient. Et Marc, comme vous le savez, nous avons fait le Moyen-Orient plus 7. Nous avons fait 7 guerres différentes, du Pakistan à l'Inde entre autres. Ce qu'il disait être impossible à faire, toutes ces guerres que j'ai menées et celles qui nous restent, il nous en reste une. Ça fera 9. Il nous en reste une et je pense que nous allons y arriver aussi. Je pense que nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Voilà, on a le premier, là c'est l'acte 1, on va voir qu'il y a acte 1, acte 2, etc. Là, la soirée est en train de s'écrire et ça continue puisque Trump pourrait aussi agir contre le Venezuela. En tout cas, l'acte 1 des derniers événements, c'est Trump qui dit « Cette fois, je sanctionne pour de bon ». Xavier Giacomoni, vous nous avez rejoints, vous suivez toutes ces informations depuis 24 heures. Il y a une accélération inouïe que Trump personnellement dirige.
Oui, il a voulu passer à la vitesse supérieure. Il l'avait dit d'ailleurs que s'il ne trouvait pas d'accord, eh bien il sanctionnerait, et il livrerait aussi des armes si nécessaire, ou du moins il les ferait payer à l'Ukraine plutôt que de les donner, bien évidemment. Et là, effectivement, il y a une accélération. Le pétrole, c'est vraiment le nerf de la guerre pour Vladimir Poutine. On a vu qu'aujourd'hui, les cours avaient augmenté, étaient montés de 62 à 66 $ pour ce qui concerne le Brent. Mais Donald Trump ne fait jamais rien sans penser à l'Amérique. C'est l'Amérique d'abord, toujours. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce chiffre de 66 $, c'est à peu près le seuil de rentabilité pour la moyenne des pétroles américains, et notamment, vous savez, les fameux pétroles au Texas de schiste, qui sont difficiles à extraire et qui donc coûtent très très cher. Donc on peut penser que derrière cette action, il y a aussi la volonté, vous vous rappelez, pendant sa campagne, il avait dit forêt à tout va, il va falloir de l'énergie, il va falloir du pétrole. L'Amérique est le premier producteur mondial de pétrole, on l'oublie souvent, et ça rentre certainement en ligne de compte. Et c'est un des lieutenants principaux de Trump qui porte vraiment le fer de manière la plus dure. Scott Bessent, c'est le secrétaire au commerce, c'est commerce, oui, c'est le trésor, pardon, finance. Scott Bessent qui a ses mots très durs. Regardez, oui, c'est le ministre des Finances, quoi. Oui. Poutine n'a été ni honnête ni franc avec Trump. Ces deux mots du secrétaire au Trésor qui est vraiment... C'est mortel. C'est mortel. Ça m'a choqué hier quand j'ai lu ça, parce que, en fait, Trump, il était plus doux avec Poutine que Scott Bessent. Et c'est les finances qui parlent. Hein. Ça veut dire que Trump ne peut rien faire. Si Scott Bessent, d'ailleurs, l'a dit, c'est que Trump lui a demandé de le dire, de le faire. Donc, en fait, il est l'homme de la franchise. Rappelez-vous le sourire sardonique avec lequel Scott Bessent disait les Européens, on les a bien parce qu'on leur fait de la surfacture de 10%. Donc, de 10% pour les armes qu'ils vont... C'est le petit donner aux Ukrainiens. C'est le petit pitbull financier. Quand on veut lâcher une méchanceté, on lâche Scott Bessent. Il est très intelligent en plus. Sans doute. Ça veut dire que c'est lui méchant et intelligent. Méchant et intelligent, ça suffit de regarder. C'est quelqu'un qui... avec lui, on sait que c'est calculé. Ça veut dire que c'est pas innocent, c'est pas quelque chose qu'il a inventé comme ça à l'entrée de la Maison-Blanche en disant tiens, je vais lancer une petite phrase comme ça. Non, c'est calculé. Il dit aussi dans son discours le refus de Poutine de mettre fin à la guerre. Donc, il y a aussi, c'est très intéressant parce que c'est très franc et c'est cet aveu qu'ils comprennent peut-être pour une fois, parce que clairement c'est Trump qui lui laisse dire ces choses-là, qu'effectivement maintenant on comprend que c'est... Mais ils l'ont cherché, parce qu'en fait on sait que Lavrov a parlé avec Marco Rubio et que Lavrov a dit rien, on ne donnera rien. On a l'impression que Lavrov veut redevenir Monsieur Gromyko, le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, le camarade Niet, Monsieur Niet, le Monsieur Non de l'époque de la guerre froide. Mais il y a pire que ça, il y a l'ambassade russe. Dimanche, ils ont envoyé une note diplomatique à la Maison-Blanche en précisant tout ça par écrit. Et donc là, ils l'ont vraiment cherché. Hein. La dureté de Trump, il est en train vraiment de vouloir tordre le bras de Poutine. Déclaration à l'instant, on lui dit, Poutine a dit qu'il est à l'abri des sanctions, et Trump ironise en disant « Je suis content qu'il partage cet avis, on verra ça dans 6 mois ». C'est-à-dire, il est en train de se fiche de la tête de Poutine en disant mon coco, je te tiens. Vous vous souvenez, il y a encore un truc. C'est Poutine qui commence par se fiche de la sienne, en fait. Il y a Trump. Vous vous souvenez, dès le début. Trump, il a publié un truc qu'on a oublié déjà, parce qu'il a publié tellement de trucs qu'on a tendance à oublier. Il a dit tu peux choisir la manière douce ou la manière dure. Vous vous souvenez de ce tweet? Et en fait, on s'est dit, ouais, là, il joue. En fait, on sait très bien qu'il est pour Poutine. Et ben voilà, Poutine, maintenant, il voit ce que ça veut dire, la matière dure. Il y a une excitation mondiale autour de ça. Moi, je suis quand même frappé de voir qu'il y a une telle puissance des États-Unis que même ceux qui disaient Trump est un sot, Trump est un agent russe, etc., là, ils disent, pour finir, non, c'est bien, il est bien ce Trump. On est quand même bien content qu'il fasse ça. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris cette décision, parce qu'il y avait de plus en plus d'articles disant c'est taco, c'est-à-dire qu'il se dégonfle à chaque fois. Et je crois que là, il avait besoin de montrer effectivement sa force. Surtout en interne, en fait. Il y a de plus en plus de soutien en interne, y compris chez les Républicains. Et au Congrès, bien évidemment, on oublie quand même la loi qui est encore sur la table sur les sanctions. Lindsey Graham est Lindsey Graham est aussi un démocrate et qui est très soutenu. Et il a assez de problèmes en interne qu'il faut quand même les écouter à minima, parce qu'on est en plein milieu d'une shutdown, on est en plein milieu de problèmes autres aux États-Unis. Laissez un petit moment de gourmandise et triomphe à Renaud Girard. Renaud Girard avait dit, vous allez voir, Trump est capable d'être très dur avec Poutine. Avouons-le.
Reconnaissez lui. Dites oui, bravo, bravo Renaud Girard. Je reconnais. Et quand Renaud Girard a raison, et je reconnais quand Trump a raison. Oui. Et c'est vrai que moi, je reste très critique par rapport à lui. Mais je salue votre honnêteté, parce qu'effectivement, vous êtes très équilibré là-dessus. Alors, vous avez, mais quoi qu'il en soit, je vous taquine, mais c'est vrai, il se passe là quelque chose. Trump est applaudi, y compris par ceux qui l'applaudissaient peu ces derniers temps. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations humaines, et on l'a vu dans l'histoire, on l'a vu dans la relation Churchill-De Gaulle, De Gaulle-Roosevelt, etc. Les relations internationales sont des relations entre des hommes. Les hommes comptent beaucoup. Les facteurs économiques comptent aussi. Mais la théorie marxiste est fausse. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Et Trump, il était dans une dynamique de paix. Il voulait que ça continue. Tout le monde le loue. Tout le monde l'attend à Sharm el-Sheikh. Tout le monde lui dit bravo à Sharm el-Sheikh. Il est dans une dynamique de paix. Il vient de faire le cessez-le-feu en Israël. Il veut que ça continue. Et il fait tout. Et l'autre, Poutine, pam, lui fait une prise de judo et lui tape dans les tibois. Il n'a pas aimé ça. Et là, il n'a pas aimé ça du tout. Et il va se retourner contre lui. Il faut bien se souvenir de ça. Les relations internationales, c'est des relations entre les hommes. Et je rajouterais à ce que disait Renaud, je pense que dans toutes ces dernières semaines plutôt de réussite, il a réussi à convaincre un certain nombre de personnes, voire tordre le bras à Benjamin Netanyahou, mais Poutine est le seul il a l'impression qu'il se fout un peu de lui et qu'ils ne veulent pas l'écouter ou même engager véritablement dans un dialogue. Et c'est frustrant pour lui, alors que les autres, au moins, même... C'est le seul, oui, parce que même Benjamin Netanyahou, il fait tout ce qu'il dit, et par derrière, il continue à mener sa guerre comme il l'entend. Il y a le cessez-le-feu, il y a à nouveau des bombardements. Il continue à mener ses actions, mais quand il est devant lui, il est très déférent, il est très aimable avec lui, alors que Poutine, là, visiblement, l'a envoyé balader d'une manière qu'il ne peut pas comprendre. Non, et puis son ego, je pense que Netanyahou, même s'il y a des problèmes entre les deux hommes, n'oserait jamais faire ce que fait Poutine. Oui, tout à fait. Et Bessent a très bien résumé l'état de la situation. Il a dit, c'est exactement ça, parce que, en quelque sorte, le génie diplomatique de Trump, c'est l'anti-sophistication. C'est-à-dire qu'il a proposé le truc le plus simple possible, juste un cessez-le-feu, vous arrêtez de vous tirer dessus. Et Zelensky accepte. Zelensky a hésité, a réfléchi. Ouais. Il accepte. Il a accepté. C'était au printemps déjà. Et là, il refuse. Et Scott Bessent l'a dit. Bon, et ça, c'est Trump qui parle. Ça a raison. Eh bien, voilà. Les Russes ne veulent pas arrêter la guerre. Et ça, il le dit au vu et au su du monde entier. Regardez, concrètement, comment le nœud coulant peut se refermer autour de Poutine, l'économie russe, si Trump le veut définitivement. Les exportations du pétrole russe actuellement en 2025, c'est très intéressant. La Chine, la clé est en Chine. La deuxième clé est en Inde. Ces deux pays à deux seuls, soit ils cèdent, disons, à la pression de Trump, et puis alors là, c'est très mauvais pour la Russie, soit Poutine en a encore en réserve, hein. Alors en fait, ce qui se passe en Chine, c'est que y a le pétrole qui arrive par la mer, et ça, effectivement, les Chinois vont devoir s'incliner. En revanche, il y a le pétrole qui arrive par le pipeline Force de Sibérie, et là, ça va continuer. Donc, ça n'aura pas autant d'effet qu'on peut l'imaginer. Ça reste à voir, bien entendu. Ça ne veut pas dire que Poutine, ou que la Russie ne sera pas touchée. Mais avec la Chine, c'est un peu différent, parce que la Chine est plus puissante que l'Inde et a des mesures de rétorsion face à Trump. Il y a une question de paiement aussi, puisque les Chinois payent leur pétrole en yuan et les Indiens, eux, payent en dollars. Donc là, avec les sanctions, ils ne pourront plus payer en dollars, ça c'est à peu près certain. Mais il est question que les Indiens se mettent à payer en yuan. Et là, ça ne va pas dans le sens de la politique. Ils ont payé déjà une partie en roupies. Ils ont déjà payé en roupies. Oui, mais là, le yuan... Le yuan, c'est quand même plus intéressant pour la Russie, même si ça l'oblige à un tête-à-tête en fait avec la Chine, puisque en retour, ils sont obligés, avec le yuan, ils ne peuvent pas acheter le produit, évidemment. Ailleurs, ils peuvent les acheter qu'en Chine. Actuellement, donc ça les coince un peu, ça les dépend de la Chine. La Chine vassalise encore plus c'est la moitié du commerce extérieur russe actuellement. Regardez, l'effet le plus direct, c'est évidemment Budapest qui saute. C'est là le coup de tonnerre, c'est-à-dire que cette rencontre que Trump et Poutine ambitionnaient, c'est fini, et c'est Trump qui a porté le coup de canif. Réaction de Poutine.
Lors de notre dernière conversation téléphonique, c'est la partie américaine qui a proposé la rencontre et le lieu où elle se tiendrait. Et j'ai accepté. Mais j'ai fait part de mes réflexions à ce sujet. Et j'ai dit que de telles rencontres devaient être bien préparées, tant pour moi que pour le président américain. Ce serait une erreur d'aborder cela à la légère et de sortir de cette rencontre sans le résultat escompté. Et là encore, il a l'air froissé. Il y a quelque chose. Là, à mon avis, il se trompe complètement parce que Trump, c'est un enfant gâté. Un enfant gâté qui vient de remporter sa grande victoire au Proche-Orient, et donc il voulait avoir très très vite la réaction sur le front russe. Et là, Poutine lui dit, ben non, ton bonbon, tu l'auras pas cette semaine, tu l'auras peut-être vers Noël, ou peut-être dans un an, on verra bien. Dites ça à un enfant qui n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire pour plusieurs mois, et donc qui veut avoir son bonbon. Et donc là, Poutine, il a commis une faute grave, mais que Renaud, d'ailleurs, il nous disait à plusieurs reprises, Trump, effectivement, lui a tout donné sur le plateau. Meilleure offre que Trump a fait à Poutine, aux dépens de l'Ukraine, d'ailleurs. Jusqu'à la levée rapide des sanctions, ce qui était très important pour la Russie. Cela dit, vous faites la version, évidemment, vous n'aimez pas trop Trump, chacun a ses avis là sur cette table, alors vous faites la version dévalorisante. La version valorisante, c'est que c'est l'homme qui a réussi à faire plier même Netanyahou. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de la Terre qui ont réussi à faire plier le bras de Netanyahou, y compris le faire reculer sur les tentations de crimes de guerre dans son cabinet ministériel. Et là, donc, il aimerait... devant les Qataris. Vous avez raison. Oui. Et donc, c'est ce qu'il aimerait obtenir de Poutine. Il aimerait faire plier Poutine. Mais la différence, c'est que Netanyahou dépendait aussi quand même de Trump, beaucoup plus. Alors, grosse différence. Voilà, Poutine ne dépend pas, au moins militairement, de Trump. Ça se fait une énorme différence. Et puis, ils ne sont pas forcément dans le même mood, je dirais. Et puis, on oublie une chose, d'abord, sur ces négociations au Proche-Orient, le rôle du Qatar, on aurait pu attribuer le prix Nobel au Premier ministre Al-Thani ou au maréchal Sissi. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'accord. Et ensuite, les circonstances. Que des démocrates. Oui, mais qui ont fait pression, c'est ça qui manque aussi, c'est-à-dire d'autres pays qui font pression. Ils ont joué un rôle. Les événements ont joué un rôle. On était en situation, un contexte d'épuisement, peut-être, on va dire, des deux côtés, qui facilitait les. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier pourcentage d'Al-Sisi. Je crois qu'il a été réélu à plus de 99%. Pas mal. Petit score. Il y a encore 1% à gagner. Saddam Hussein faisait du 100%. Kadyrov, dans certaines régions de Tchétchénie, a dépassé 100%. Il a remplacé les frères musulmans incompétents, donc on ne va pas en faire toute une histoire. Mais regardez la réelle politique. Voilà. Mais en fait, la réelle politique. C'est SOS dictateur en détresse chez Renaud Girard. Si un dictateur a des problèmes, vous appelez Renaud Girard, il vous viendra en aide. Non, je n'ai pas effectivement d'affection profonde pour les frères musulmans qui ont très mal d'ailleurs gouverné l'Égypte. Avec d'ailleurs la moitié. On n'est pas obligé d'en avoir non plus pour Al-Sisi. Rebellés contre. Voilà. Quoi qu'il en soit, Al-Sisi est plutôt une force de stabilité pour la région. C'est, je crois, un contestant. Mais allez, parenthèse fermée. Regardez Renaud Girard. Je vous soumets la réaction de Medvedev parce que là, on voit que la température est en train de monter à Moscou. Monsieur Medvedev, les États-Unis sont devenus notre adversaire et leur bavard artisan de la paix. Il parle évidemment de Donald Trump, s'est désormais pleinement engagé sur la voie de la guerre. Les décisions prises constituent un acte de guerre contre la Russie et maintenant Trump s'est totalement aligné sur l'Europe démente. Vous savez ce qui est important dans cette histoire, c'est que Medvedev, c'est Poutine. Ça veut dire que c'est pas Medvedev qui est important en fait. C'est un clown méchant qui joue le rôle. Il dit tout ce que Poutine aurait aimé dire, mais il ne peut pas le dire. Et donc, bien évidemment, il est furax, Poutine, parce qu'en fait, c'est Medvedev qui parle à sa place. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi d'autres personnes qui ont exprimé les Solovyov, enfin, tous les propagandistes. Maintenant, ils disent c'est fini. Les États-Unis, on a essayé de redevenir amis avec eux. Maintenant, c'est foutu. On a compris qu'ils étaient nos ennemis comme avant. Et d'ailleurs, ils ont dit, ça y est, Trump a fini son procès de bidenisation. Et toute la question aujourd'hui est de savoir, Darius, c'est très intéressant. Colette Goya, vous expliquez, on a bien compris qu'on est dans une guerre d'attrition longue. Donc je vais perdre mon pari. Il n'y aura pas la paix au 31 décembre. Ça me chagrine beaucoup, mais c'est comme ça. Une longue attrition longue. Alors toute la question... Attendez, on verra. Il y a tellement j'espère qu'il peut y avoir des rebondissements.
mais il me reste plus beaucoup de temps pour le gagner. Mais ce qui arrive, c'est une guerre d'attrition longue. Alors il y a deux scénarios. Il y a le scénario où la Chine, il faudrait demander à l'ambassadrice, où la Chine, et bien sûr la Perse, qui l'est déjà, et la Russie forment un bloc pour faire durer cette guerre d'attrition, avec une Inde indépendante, qui ne se mêle pas de ses affaires, et de l'autre côté, vous n'avez que l'Europe et les États-Unis. Alors ça, Poutine peut durer très longtemps. S'il a la Chine. En revanche, s'il n'a pas la Chine, et si la Perse reste avec la Chine, mais il est tout seul, et que les Européens et les Américains réussissent à lui couper le robinet pétrolier, alors là, il peut être forcé à la négociation de paix. Comment réagissent les Russes? Écoutez cette séquence, c'est les réactions à Moscou. C'est intéressant parce que la Russie est un régime autoritaire, évidemment, mais l'information passe quand même. Les Russes, souvent, sont relativement bien informés parce qu'ils écoutent aussi des canaux étrangers, y compris sur les réseaux sociaux. Et écoutez les réactions des Russes, elles sont très intéressantes dans la rue. Trump est un homme imprévisible. Il est donc impossible de savoir ce qui se passera demain. Il pourrait se réveiller et décider de lever les sanctions. Il est complètement imprévisible. Chaque jour apporte son lot de surprises. Nous devons donc prendre les choses avec philosophie et les accepter. Trump a rencontré Poutine, l'a serré dans ses bras et a marché avec lui sur le tapis rouge. Dans la foulée, il a annoncé qu'il donnerait des tomahawks. Et le lendemain, il a dit qu'il ne les donnerait pas. C'est un jeu politique. Voilà, l'analyse n'est pas inintéressante dans les rues de Moscou. En réalité, ils sentent bien qu'il y a un marchandage. Malgré tout, derrière tout ça, il y a un marchandage qui continue. Il y a une instabilité, une incohérence, une imprévisibilité dans la politique de Trump. Alors on peut considérer ça comme un atout, on peut considérer ça comme un risque. Je parlais de Trump comme étant la reine rouge dans Alice au pays des merveilles. C'est obligé de bouger dans tous les sens pour rester sur place. Au bout du compte, pour l'instant, on n'a aucun résultat concret. Alors on dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Enfin, des sanctions, écoutez, on verra. Dans 6 mois, si effectivement dans quelques semaines Poutine dit ok, allez, j'accepte un cessez-le-feu, rien que ça, on pourra dire oui, là effectivement il y a un bilan, il y a quelque chose à présenter, mais attendez, est-ce qu'on n'est quand même pas terriblement sceptique? Il a envoyé des B2. C'est pas tous les jours qu'on envoie des B2 quand même. Oui, au passage, il a fait une guerre. Il dit voilà, j'ai résolu. Ouais. Donc il a fait au moins une petite Il a envoyé des B2 en Iran. Il a bombardé les Houthis. Peut-être qu'on va apprendre dans les minutes qui suivent qu'il bombarde Maduro au Venezuela. On ne peut pas dire que ce soit tout à fait immobile, quoi. Oui, non, mais c'est immobile, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de gesticulation, en fait. Sur ce dossier-là. C'est une grosse gesticulation. Envoyer des B2, oui, c'est une grosse gesticulation. Non, je ne dis pas qu'il est mobile. Je dis au contraire qu'il est très mobile pour rester sur place, en l'occurrence. Oui, il oscille dans tous les sens, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, au moins sur ce dossier. C'est ce qu'on appelle aussi la stratégie du fou, celle qui avait été recommandée par Kissinger à Nixon. Donc effectivement, il est imprévisible, il peut changer d'avis demain. Cela dit, il tient à avoir un accord en Ukraine. Alors il s'est imaginé, après son succès au Moyen-Orient, en tout cas pour la première phase, qu'il allait pouvoir le faire avec Vladimir Poutine. Il y a une colère de la Russie. Qui, dans un premier temps, a répondu probablement de manière aimable pendant leur conversation. Et en fait, je pense que c'est Sergueï Lavrov qui a mis fin à cet espoir de Donald Trump. Jusqu'où peut aller maintenant la colère de la Russie? Écoutez, la télévision russe, vous disiez justement souvent Medvedev est l'aboyeur en fait, mais l'aboyeur en chef presque, c'est Soloviev, celui qui vraiment a la ligne directe, qui gagne beaucoup d'argent, je crois. Lui aussi, l'argent du pétrole, 30 millions par ça ruisselle à lui. 30 millions d'euros par an. 30 millions, c'est pas mal. D'euros par an. Ça commence à devenir un contrat... Ah oui, intéressant. C'est intéressant, oui. C'est intéressant. Sauf qu'il avait une maison en Toscane et qu'il ne peut plus y aller. Donc je ne sais pas ce qu'il fera. Et une sur le lac de Com aussi, d'ailleurs. Écoutez-le, et le ton a complètement changé à l'égard de Trump en quelques heures, véritablement. Trump arrive et déclare que oui, les États-Unis vont sanctionner la Russie et qu'ils annulent la réunion prévue. Le discours est donc désormais complètement différent. Trump franchit-il sa propre ligne rouge? J'utilise volontairement ce terme. Il a dit qu'il ne croyait pas aux sanctions, mais aux tarifs douaniers. Il n'est désormais plus si différent de Biden à nos yeux. Le processus Trump est terminé. Point final. Le Trump que nous connaissions s'est évaporé. Ah, intéressant, hein.
C'est l'insulte suprême. Hein. Oui, non, mais ce que j'allais dire, l'insulte suprême, c'est qu'il s'est bidenisé. Ah, mais oui, bien sûr, j'y ai pas pensé. Ils ont choisi ils ont choisi le mot. Voilà. Ils sont dans la tête, à chaque fois que Trump dit c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden, c'est la faute de Biden, quel que soit le problème, c'est toujours la faute de Biden. Vous avez raison, il mérite ses 30 millions par an. Il les mérite. Bravo, parce que c'est vrai que trouver le terme qui va vexer plus Trump, c'est ça. Mais c'est ça. Il paraît qu'on va vous valider ce salaire d'Aïs. J'aimerais beaucoup, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est génial parce que c'est effectivement la flèche là, elle touche pile dans la cible. Ils savent travailler dans la propagande en Russie. Il y a quand même une longue histoire de la propagande et une bonne école de propagande. Non, maintenant, est-ce que c'est une bonne stratégie de vexer Trump? C'est une autre question. Et effectivement, vous savez déjà, Medvedev, il a commencé à insulter depuis 3 semaines Trump. Il le traitait de papy en pyjama américain, etc. Et donc, à un moment donné, quand même, Trump, il n'a pas aimé ça. Mais surtout, vous savez, là, à mon avis, où la chose s'est cassée entre Trump et Poutine. Quand Poutine est allé en Chine au mois de septembre et quand il a participé à cet énorme défilé sur la place Tiananmen et entouré de dictateurs, et en plus Modi est venu juste avant pour participer au sommet des pays de l'organisation de Shanghai, et Trump n'a pas aimé ça, parce qu'il a adoré en réalité ce défilé. Il aurait aimé y être. Il aurait aimé être à leur côté. Voilà. Et Poutine était là, et en quelque sorte, en fait il lui faisait les figures en disant moi je suis là, t'es pas là. Quelle peut être la réaction maintenant des Russes, puisqu'on comprend qu'ils sont dans une logique où ils veulent montrer qu'ils ne plient pas, qu'ils sont durs, qu'ils montent. Alors, ils ont bombardé Kiev, ça on l'a vu tout à l'heure, des images très impressionnantes. Et il y a cette affaire qui est vraiment au tout début de soirée, de l'incursion des avions russes dans le ciel de la Lituanie. Très courte incursion, mais enfin en Lituanie. Ça, pour eux, pour les Lituaniens, c'est le scénario catastrophe. Le Figaro le rapporte notamment 2 avions militaires russes qui pénètrent brièvement dans l'espace aérien de la Lituanie. Expliquez-nous bien l'enjeu, peut-être Michel Goya. C'est le pays, enfin 3 pays, Estonie, Lituanie, les 3 pays baltes et les Lettons. C'est les 3 pays qui sont vraiment le plus sensibles. C'est la zone sensible, c'est la zone vulnérable, qui en plus a cette particularité, on voit sur la carte, ce sont des petits pays, il y a 8 millions d'habitants dans ces 3 pays, c'est vraiment tout petit, donc ils sont un peu obligés aussi de dépendre pour leur défense aérienne de l'OTAN. Donc là, lorsqu'il y a eu une intrusion en Estonie de 3 MiG-31, c'était des avions italiens qui avaient décollé. Là, dans cette affaire, donc, ce sont 2 avions qui ont décollé de Kaliningrad, qui ont fait un petit passage de 18 secondes au-dessus de la Lituanie, ils sont rentrés. Là, pour le coup, c'est des avions espagnols qui étaient dans la zone. Et donc, ces pays servent aussi, c'est un peu la région test, la Baltique aussi. On teste ces régions, on voit ce qui se passe, on teste les réactions des pays occidentaux. Est-ce qu'ils vont frapper, est-ce qu'ils vont riposter, ils vont faire quelque chose, ils vont tenter quelque chose. Ils passent un petit peu au révélateur à chaque fois de notre volonté, de notre organisation aussi en la matière. Et à chaque fois, alors 18 secondes, c'est court avant de pouvoir réagir. 700 mètres en territoire lituanien. C'est les mêmes 17 secondes qu'en novembre 2015 en Turquie. Pour la Turquie, bien sûr. À ce détail près qu'il y avait déjà une il y avait des précédents. Les Russes aussi. Le type d'avion qui est utilisé là, c'est des Sukhoi 30. Alors il y avait 2. Il y avait un Sukhoi 30. Expliquez-nous le type d'avion. Voilà, on voit ici, ça c'est le Sukhoi. C'est un Sukhoi 30, c'est un avion de combat de base, un avion de chasse en particulier. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes qui ont été... Ça dépend de comment ils étaient équipés. Par exemple, donc, vous avez des avions qui ont peut-être de quoi frapper au sol et qui arrivent au-dessus d'un pays souverain. Donc forcément, c'est un peu dérangeant. Et l'autre, c'était un avion ravitailleur, donc il devait certainement aider. Pourquoi, je ne sais pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faisait dans la zone. Alors c'est une zone sensible. Kaliningrad aussi, c'est une zone très sensible. C'est la base. En gros, c'est la base russe à l'intérieur même du dispositif de l'OTAN. À quel point c'est directement décidé à Moscou? Dans votre livre que je recommande très vivement, La théorie du combattant, vous racontez les forces et les faiblesses des armées. Et notamment, quand la chaîne de commandement est très rapide, vous dites c'est un atout énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas une armée mexicaine, mais que très très vite, un ordre arrive de très haut, puis vroom, il descend. Est-ce que c'est le cas en Russie?
Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est du côté russe. Oui, alors pour ce genre d'action ponctuelle, oui, ça peut se décider très vite, ou ça peut se planifier, ça peut s'organiser. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de l'autre côté. Voilà, en fait, il faut réagir très vite du côté européen, du côté des pays de l'OTAN, et être sûr de ce qu'on fait. Est-ce qu'on là-bas, il faut le savoir avant, en fait. C'est pas au moment où on fait décoller les avions qu'on dit, au fait, on appelle à Rome, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Non, c'est trop tard. Si c'était une intimidation, il faut le dire, ça n'a pas marché. Parce que le ministre de la Défense polonais a dit hier, assez tranquillement, il a dit, si les Russes veulent faire la guerre à l'OTAN, qu'ils la fassent, mais ils la perdront. Il a dit ça très calmement. Et on peut comprendre ce ministre polonais, parce qu'aujourd'hui, les Russes, ils peuvent s'amuser à titiller les Baltes dans le nord, dans la Baltique, mais il faudrait peut-être qu'ils commencent à récupérer leur propre port en mer Noire, qu'ils ne peuvent pas utiliser. Il faut quand même rappeler que les Russes, qui se sont beaucoup battus dans leur histoire, y compris contre nous et les Anglais au XIXe siècle, pour le port de Sébastopol, ne peuvent pas utiliser leurs bateaux de guerre à Sébastopol, et dire leurs bateaux tout court, parce qu'ils risquent d'être coulés par des drones ukrainiens, que les Ukrainiens ont réussi à contrôler les 3/4 de la mer Noire. Donc effectivement, ils peuvent effectivement faire des petits jeux, mais de là à s'attaquer, ouvrir un nouveau front sur la Baltique, alors qu'ils n'arrivent même pas à tenir la mer Noire, personnellement, je n'y crois pas. Non, on n'est pas là. Ce qui est intéressant. De toute façon, plus il y a de choses comme ça, et moins il y a de risques d'invasion, on va le dire simplement. Oui. Si les Russes veulent vraiment un jour attaquer les pays baltes, ils ne vont pas précéder ça de survol, de machin, ils ne vont pas tiquer, non, ils ne vont rien faire. Ça passera pas comme et ça. ils vont attaquer d'un bloc, c'est ça. Donc plus il y a de provocation, et moins il va se passer de choses importantes. Ce qui est intéressant pour la cohésion européenne, la cohésion de l'OTAN, c'est la nationalité des avions qui ont décollé, des intercepteurs, des Typhoons qui ont décollé pour intercepter au cas où les avions russes, sont les Espagnols. On sait que les Espagnols ne sont pas les plus allants pour, mettre au pot, augmenter leur budget de défense, et 2, pour envisager des actions concrètes contre la Russie. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ça fonctionne, que ce dispositif au-dessus des pays baltes, qui est assuré à tour de rôle par les différentes nations, fonctionne, même quand ce ne sont pas les nations les plus en pointe dans le sujet. Le temps de la soirée est en train... Les Espagnols, ils ont leur fiche. Oui. Ils ont on appelle ça l'instruction personnelle et secrète de leur gouvernement qui leur dit écoute. Mais colonel, si jamais il y avait ouverture du feu sur un des deux avions, le deuxième avion riposterait. Donc il serait en position de. Mais effectivement, les consignes ne sont pas forcément... Donc vous êtes en train de nous dire qu'en réalité, c'est un pour tous, tous pour un, mais que dans l'avion, on obéit quand même à son Premier ministre. Toujours. Oui, bien sûr. Là, dans ce cas-là, c'est un peu le problème. C'est un pour un, voilà. Ça, c'est la devise des mousquetaires un petit peu revue. C'est le poison des opérations de l'OTAN, ce genre de choses. Et de tous les comités théodules du monde. Dès qu'il y a plusieurs centres de décision, c'est beaucoup plus compliqué.